Yébelardo, chers tous, très heureux de vous savoir en parfaite santé des endroits où vous vous trouvez actuellement. Bienvenue dans notre 5e numéro de Deep Conversation. Pour ce 5e numéro, un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous un homme qui aujourd'hui se fait appeler le maître. C'est un homme qu'on ne présente plus parce qu'il couvre quasiment presque tous les grands événements culturels, associatifs, voire politiques de notre pays. Il a une identité, c'est sa casquette, et avant il se faisait appeler l'étoile du matin, mais il ne se fait plus appeler l'étoile du matin. Un réel plaisir de recevoir pour vous un aîné dans les médias, un mentor, un formateur, l'homme qu'on appelle Daniel Makaya. Salut JM, salut à tous les Yébelardo qui nous suivent en ce moment. Ah, il est dans le mood, vous avez compris. Il est yébelardisé depuis longtemps. Yeah. Comment tu vas? Très bien, très bien. Surtout très heureux d'être là devant toute ta grande communauté qui nous suivent à travers tous tes médias en ligne et surtout très heureux d'être en France en ce moment. Très heureux de te recevoir dans cette émission. Ouais. Tu ne pouvais pas rentrer sans qu'on se voie. Je pense que cette émission sera diffusée potentiellement une semaine, voire avant ou après ton retour, au vu des tournages que nous avons déjà réalisés. Alors d'entrée, Daniel, je connais qui tu es. Yeah. Beaucoup de gens te connaissent, te fréquentent. Mais j'aimerais aujourd'hui que tu te présentes que tu te présentes toi-même, mais que tu te présentes de la meilleure des façons. Si aujourd'hui si aujourd'hui il est question de présenter Daniel Makaya, comment est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Daniel Makaya, comme ça a été mentionné, animateur télé, producteur d'émissions télé également et producteur de contenu audiovisuel. Mais on me connaît beaucoup plus en tant qu'animateur événementiel, si vous voulez, maître de cérémonie et event planner. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes, j'aime bien parler de moi au pluriel, excusez-moi, nous sommes un peu plus présents sur les grands événements. En tout cas, c'est la confiance que le Congo, sinon les acteurs culturels du Congo ont porté sur ma petite personne. Donc, depuis un certain moment, on dit qu'un grand événement sans Daniel n'est pas un grand événement. Voilà, Wow. comment on peut se présenter. Quelle audace. Non, c'est pas moi, hein, c'est les gens qui le disent. Hein. C'est le Donc, public. ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe lorsque je suis sur scène, mais bon, il paraît que lorsque je suis sur scène, après, ça communique bien. Après, il y a un bon souvenir quand même. Et déjà, comment est-ce que Daniel se retrouve dans ce milieu culturel, milieu de Par l'animation de la passion, télé? par passion. C'est une passion que je découvre alors que je faisais mon bac pour la 2e fois et par le canal de mon mentor également, celui que tu appelles ton grand-père dans les médias, donc H Linéaire premier. Voilà, donc qui est aujourd'hui l'adorateur Yannick Weekend. effectivement. Donc je découvre un tout petit peu par lui parce que j'étais très fan de ce qu'il faisait. C'était voilà quelque chose que j'appréciais énormément. Il faut rappeler qu'à l'époque, moi, je voulais faire médecine, donc j'avais rien à voir avec les médias et tout le reste. Mais les personnes autour de moi remarquaient que j'avais cette facilité dans la communication verbale. Voilà, je communiquais un peu plus facilement. J'avais cette capacité de pouvoir emballer les gens. Peut-être parce que j'étais également dans le monde culturel déjà à l'époque, en tant que danseur et tout ça. Donc j'avais un peu le secret de la scène, etc. Et ça fait que une amie, dans le temps, décide comme ça de me payer une formation pour que j'aille me faire former en présentation télé et radio. Et en ce moment-là, je faisais le bac au même moment, tu vois. Donc, c'est parti de là. Et c'est même pendant que je fais ma formation que je commence déjà à me distinguer de ceux qui étaient de la même promotion que moi. C'était une formation de 6 mois, mais en moins de 2 mois, je suis le seul, après un test qu'on a fait à l'antenne, et les auditeurs à cette époque-là ont demandé, mais c'était qui ce jeune-là qui était passé hier, etc. Est-ce qu'on peut encore le réécouter? Et ça fait qu'à 2 ou 3 mois de formation, j'avais mon espace à la radio déjà. Donc, pendant que les autres se faisaient former, moi, on me dit, écoute, tu as animation, va tenir ton antenne avec une petite rubrique. D'où est venu Showtime déjà, à la radio. Ça a commencé à la radio à la base. Et voilà, donc c'est parti de là. Et après, cette passion cette gangrène-là m'a pris entièrement. Et j'ai décidé de rester dans ça. Et qui dit animation télé dit un peu animation événementielle. C'est 2 choses qui vont de pair. Donc ça s'est poursuivi comme ça naturellement. En tout cas naturellement, sans que je me dise que c'est le moment que je me lance. Non, du tout. C'était un événement qui manquait un maître de cérémonie. Du tout. Voilà. De la formation directe à... Simplement. Si, c'est vrai à que... la pratique, sans toutefois passer par
Non, genre pistonnage et autres. Du tout. Tu t'es Du tout, distingué par du ton tout. talent. Comment j'ai même fait pour me retrouver à la DRTV, c'est un ensemble de témoignages que je donne souvent aux personnes qui me connaissent un peu bien et tout ça, là. Voilà. Donc, je me suis retrouvé à la DRTV comme ça, pendant même que je partais faire ma licence en communication des entreprises. Parce que le journalisme, en quelque sorte, c'est pas ce que j'ai fait comme étude, tu vois. À part la formation que j'ai fait pendant que j'étais en terminale à l'époque. Donc voilà, je me retrouve comme ça à la DRTV, ça a commencé à aller petit à petit, une petite rubrique de 2 minutes, ça a commencé par là. J'ai une petite antenne de 2 minutes, vite fait. C'était une rubrique où j'expliquais des citations, mais après, étant chrétien, je transforme un peu ces pensées célèbres en prédication, tu vois. Donc j'avais une exhortation de 2 minutes à la télé à l'époque. Et c'est parti de cette rubrique-là. Après, paf, on me met co-présentateur de la même animation, donc à côté de la présentatrice. Et le directeur de production de l'époque, DRTV International, donc monsieur Eric Gombe-Bébande, en tout cas que paix à son âme, effectivement, que des bons témoignages. Donc c'est parti de là, il décide comme ça de me dire, écoute, tu as toutes les compétences qu'il faut qu'on te donne pour qu'on te donne tout un programme à toi seul. Donc j'ai commencé avec la chronique, c'était une chronique matinale. J'ai commencé avec ça. Et je me suis dit, ben, si je ramène Showtime à la télé maintenant, parce que Showtime, je l'ai commencé depuis à l'époque à la radio. Donc, je voulais ramener un programme un peu différent, qui sortait un tout petit peu de l'ordinaire. Donc, c'est là où depuis là, je me suis lancé dans ce défi-là d'analyser ce qui se fait pas au Congo, comme contenu audiovisuel, et de se dire, bon, ça va me coûter la peau des permettez-moi l'expression, mais ça vaut la peine qu'on le fasse parce que le Congo est absent sur tous les secteurs et je refuse d'admettre que du moment que je serai encore à l'antenne, le temps que Dieu me permettra d'être là, de faire en sorte qu'il y ait un manque au niveau de l'audiovisuel. Donc c'est le défi que je me suis lancé. Ça a commencé avec Showtime et par la grâce de Dieu, ça va se poursuivre avec d'autres choses. Ça, c'est très bien. Ouais. Quel parcours. C'est pour dire que c'est possible aujourd'hui, grâce au potentiel, grâce au talent que nous avons, de pouvoir rentrer dans des endroits qui sont très codifiés et les portes sont très souvent hermétiquement fermées. Lorsqu'on a la bonne place, je pense que les choses se font facilement. Ça va naturellement. Il y a certaines choses pour lesquelles on n'est pas obligé de forcer. Le poisson n'a pas besoin de forcer pour apprendre à nager, tu vois. Un singe n'a pas besoin de faire beaucoup d'exercices pour apprendre à faire des grimaces sur un arbre. Ce sont des choses qui sont en lui. Et on n'allume pas une lampe, comme les Écritures le disent, pour le mettre sous le boisson. On l'allume pour les mettre sur une table pour qu'elle soit en évidence, tu vois. Donc, peu importe le temps que ça prendra entre la distance des boisseaux à la table, la lampe se mettra sur la table et elle finira par briller lorsqu'on a la bonne place. C'est impérativement d'être à la bonne place. Ouais, c'est impératif. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire que tu as beaucoup d'expérience dans ce secteur-là. Aujourd'hui, quel est le regard que tu portes sur le monde des médias au Congo? Un secteur très vierge. Après, j'ai faut rectifier, j'ai pas beaucoup d'expérience encore, je continue d'apprendre. Okay. Voilà. Un secteur très vierge, je pense. Il y a beaucoup de choses encore dans les médias qui ne se font pas au Congo. Malgré ce que... Beaucoup de choses qui ne se font pas. Il y a beaucoup de choses. Malgré les groupes que nous avons, les groupes Vox, c'est-à-dire TV. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas. Il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on voit ce qui se fait ailleurs, l'exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est un peu le modèle par excellence des médias au milieu francophone africain, de l'Afrique noire, il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne réalise pas encore. Il y a tellement d'opportunités, tellement de grandes choses à réaliser. Oui, il y a certaines entreprises qui commencent à se distinguer comme ça par leur réalisation et tout le reste, mais il reste encore beaucoup à faire. Je reste persuadé que s'il y a un média sérieux qui comprend très bien les attentes des téléspectateurs, du public de manière générale, et qui met tout ce qu'il faut pour faire asseoir un média comme il se doit au Congo, il gagnera l'audience totale. Il prendra l'audience de toutes les autres chaînes. Voilà. Bien organisé, structuré. Ouais. Il y a ce vide-là est là. Sur la qualité. Ce vide-là est là. Ça se fait ressentir. Ça se fait ressentir dans les réactions des gens. À chaque fois que je vais au contact lors des concerts et tout le reste que je présente, des événements et tout le reste, il y a toujours qui ressort de la population. Il manque ça, on n'a pas ça, je suis pas les médias congolais, tu vois. Et pour moi qui est animateur télé, qui est acteur des médias, c'est pas un mot avec lequel je dois être à l'aise. Ça me dérange, ça veut dire que ce que je fais passe inaperçu. Il y a quelque chose qui manque alors à ce moment-là. Et donc il faut savoir ce qui manque et pouvoir donner ce qui manque. Oui, les gens se battent pour ça, mais rien ne se fait. Mais est-ce que le milieu de la télé au Congo est un milieu très vicieux? Vicieux dans quel sens? Dans le sens où, quand tu rentres dedans, tu perds la tête, tu perds tes bonnes mœurs et autres. Ouais, peut-être. Peut-être, parce que tu es exposé à... Parce qu'on dit très souvent que une fille qui
et dans le domaine des médias. Bon, moi, je vais parler du Congo, je ne vais pas parler de la France. Très souvent, c'est des promotions canapé. C'est-à-dire qu'elle doit lâcher ça et là. Pour qu'on te mette en avant, il faut qu'on signe. J'espère que tu comprends quand je dis il faut qu'on signe. Je vois où tu veux venir, en fait. Est-ce Mais que... c'est une réalité qui est présente. On va pas le nier, ça. On va pas nier que c'est pas le cas, qu'il n'y a pas cette réalité. Mais la vérité est que lorsqu'il y a certaines compétences et lorsque tu as une certaine grâce, un certain aura, hein, je parlais dans le langage des hommes. Allez, moi j'aurais dit tu as la main de Dieu sur toi, tu vois. Mais lorsque tu as une certaine grâce, tu as un certain aura, tu as les étoiles qui sont alignées. Bon, je parle comme les hommes, hein, pour dire comme ça. Tu as les étoiles qui sont alignées à ta faveur. Même les personnes qui veulent te mettre les bâtons dans les roues se retrouvent à pouvoir te mettre des bâtons dans les roues, mais qui t'accélèrent dans le rapprochement de ta destinée ou de ta gloire, si tu veux. Tu vois. Donc, ces vérités sont là. Ces vérités sont là. C'est normal parce que tu es un peu plus visible que les autres, tu vois. On te voit un peu plus, tu es un peu plus exposé, en fait. Et du fait que tu sois exposé, ben, tu es exposé à tout genre de personnes. Ceux qui croient que pour te donner une promotion, faut passer par la promotion canapé, comme tu as mentionné. Ceux qui croient que pour être visible et pouvoir vivre comme il se doit de sa passion, faut intégrer voilà, loge ou ses croyances parce que c'est lui, il a fait ça, il l'admet pas en vérité que toi que tu puisses avoir facilement, parce que la vérité c'est ça. Il sent simplement mal à l'aise avec le fait que peut-être que lui il dort pas pour avoir l'argent que toi tu veux avoir. Et il veut pas que... Mais voilà, tu vois. Sinon il y a pas à un moment donné lorsque les étoiles sont alignées en ta faveur, faut pas dire que faut impérativement passer par là pour avoir telle opportunité, pour être le plus visible, etc. On a des exemples peut-être aujourd'hui qui sont pas des bons témoignages, peut-être qui emmènent les gens à penser comme ça, mais voilà, la vérité c'est que lorsque Dieu est avec toi, ça, tu brises ces barrières-là. Parlons des hommes, là on parlait des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui tu as eu des propositions indécentes, genre de rejoindre un club de réflexion pour être boosté dans ta carrière? On m'a proposé une fois, je crois que c'était on parlait d'un réseautage, tu vois, c'est une bonne plateforme pour ton réseautage, tu fais bien, ce que tu as aujourd'hui, c'est encore comme les miettes qui tombent de la table des rois, tu vois, on va t'inviter à t'installer à la table des rois, voilà, on m'a fait une proposition comme ça dans ce genre. Rejoindre une loge. Bon, on m'a pas dit clairement que c'était une loge, hein. On m'a dit c'est un cercle de réflexion, un milieu de réseautage, tu vois. On m'a parlé de ce sens-là où on t'enseigne le leadership, on t'apprend on t'enseigne ce que c'est que l'éveil, etc. Et bon, aujourd'hui, je pense que s'il faut appeler, j'y viens justement. Okay. S'il faut appeler la croyance à laquelle j'appartiens une secte, je dirais que j'appartiens à la plus grande secte qui existe dans le monde, tu vois. Je suis chrétien aujourd'hui et tout ce que la personne me proposait d'avoir, ben écoute, je l'ai en Christ, tu vois. L'éveil, je sais ce que c'est que l'éveil spirituel, j'ai appris ce que c'est. Le leadership, je l'ai appris. Par la Bible également, on nous apprend ce que c'est que le leadership. Et encore, gloire à Dieu du fait qu'il m'a mis dans une famille spirituelle où j'ai beaucoup de modèles autour de moi, beaucoup de personnes qui sont un peu comme des références en quelque sorte, qui évoluent peut-être pas dans les mêmes secteurs que moi. Dans mon milieu, je suis peut-être parmi les rares chrétiens qui évoluent dans ce secteur-là, d'où ça fait que je suis beaucoup critiqué également dans le milieu chrétien. Mais voilà, il y a beaucoup d'exemples et de modèles autour de moi qui m'ont permis de pouvoir comprendre qu'on peut avoir un certain niveau, atteindre un certain niveau, j'allais dire, franchir un certain seuil sans pourtant appartenir à telle ou telle science exotérique, tu vois. Les propositions ont été faites, mais je suis resté dans ce cancan-là où je me dis, bon, écoute, de là où je suis, ce que tu me proposes, je l'ai déjà. J'ai répondu à quelqu'un un jour pour dire, bah ouais, c'est bien ce que tu proposes, mais moi j'appartiens déjà à une science, tu vois. Il me dit, ah, c'est quoi? C'est la science de Christ. Je dis, ah, mais arrête. Je dis, non, mais sérieux, ce que tu me dis, voilà. On est allé sur certaines bases bibliques également qui m'ont permis de pouvoir dire, écoute, ce que tu m'apprends là, je l'ai également là. La preuve en est, c'est que le Maître suprême que vous adorez, le Dieu de tous les esprits, c'est ce Dieu-là que nous, on nous a présenté comme étant le Jésus, le Christ. Donc, j'ai préféré d'abord croire en lui. Laisse-moi d'abord essayer avec lui. Et si le Dieu suprême, le chef suprême de tous les esprits, ça marche pas avec lui, donc c'est que le tien est plus grand. Daniel, aujourd'hui, tu es chrétien et tu l'as dit. Tu as Christ en toi, puisque tu as refusé de rejoindre des sectes qu'on t'a proposées. Pas des, hein, c'était juste une proposition. Bon, une proposition, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que ça fait d'être chrétien et de travailler dans un milieu très mondain?
On va le dire comme ça. C'est On t'a vu sur on t'a vu sur les prestations de presque tous les grands artistes actuellement de chez nous. Que ce soit avec Extra Musica Nouvel Horizon, que ce soit avec Letidiane Mario, Roga, Fally Poupa, Afaratena, tous ces grands noms de la musique qui, pour certains chrétiens, ne glorifient pas Dieu. Mais qu'est-ce que toi, ça te fait de travailler dans ce milieu? C'est pas facile du tout. Faut l'admettre, c'est pas facile du tout. Mais je reste persuadé que dans la mission que j'aurai à accomplir, ça passera également par là. Tu vois. Lorsque je reçois le go de l'esprit en 2015, je me posais la même question de savoir mais comment je ferais pour travailler dans ces milieux-là, parce que je me disais bon, peut-être que les capacités que Dieu m'a données, c'est peut-être pour devenir pasteur, tu vois. Et pour beaucoup de personnes, bien parler, tu vois, voilà. Pour Beaucoup de personnes, on me dit écoute, toi t'as un appel pastoral. C'est revenu tellement de fois que à un moment donné je me dis Seigneur, ça arrivera quand tu arrives, quand tu veux. Si c'est ce que tu veux vraiment, je le ferai. Mais j'ai pas encore reçu personnellement dire que je deviendrai pasteur et tout le reste. C'est pas facile, mais il y a et il faut avoir une certaine préparation en amont. C'est ce qui est indispensable. Si tu n'es pas préparé, tu pourras pas affronter ce milieu-là. Parce que c'est un milieu tellement glissant, tellement exposé. Pas seulement à tout ce qui est occultiste, non du tout. Parce que en tant que chrétien, on a un ensemble de valeurs, un ensemble de principes que nous devons garder. Et c'est ce qui nous permet d'être chrétien. Parce que être chrétien, c'est être l'image de Christ. C'est ce que moi je considère comme être chrétien. Que lorsqu'on qu'on voie en toi l'image de Christ. Et comment ces personnes-là peuvent être influencées par l'image de Christ s'ils ne sont pas exposés à l'image de Christ? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que je reste dans cette optique où, selon que l'Esprit me disait à cette époque, en 2015, où ces personnes ont également besoin d'avoir des modèles. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des milieux où des païennes, en quelque sorte, disent 2-3 choses et la parole de connaissance surgit pour dire voilà ce qui se passe. Ils ne croient pas à l'instant, mais quelques temps après, lorsque ça s'accomplit, on dit mais toi, tu es bizarre, toi. Comment tu fais pour savoir toutes ces choses? Je me suis retrouvé dans des milieux où quelqu'un va monter sur scène, j'ai très mal à la tête, je me sens pas bien, tout ça là. Est-ce que tu me permets de prier pour toi? Non mais arrête. Et là, on est dans l'euphorie de l'événement. On a vu quelqu'un tout à l'heure faire le fou sur la scène et revenir pour dire, mais attends, toi, tu as prié pour moi. Je dis, non, si tu me permets, si tu crois que tu peux monter sur scène et guérir, je peux prier pour toi. Mais écoute, vas-y. Tu imposes la main à la personne. Tu déclares des paroles que l'Esprit te met. C'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois. De prier pour quelqu'un. Ça m'est arrivé 2 fois. Où tu sentais que l'Esprit te dit prie pour la personne, sinon la personne risque de mourir en montant sur scène. Pas mourir. Voilà. Quelque chose de bizarre. Pas peut-être quelque chose de bizarre, mais la personne ressentait quelque chose. Voilà, ça ne se sentait pas bien avant de monter sur scène. Voilà, je sais pas, mais de prier pour la personne pour demander à Dieu de pouvoir, apaiser cette douleur et que par là, que la personne puisse comprendre que Dieu est véritablement celui des miracles qui agit de manière palpable, qui n'est pas seulement le Dieu de discours persuasif, qui est là seulement pour démontrer de A à Z sur l'ensemble de tous les livres de la Bible, de Genèse à Apocalypse, que Jésus-Christ est Dieu, mais de démontrer par la puissance que véritablement Jésus-Christ est Dieu. Tu vois, c'est vraiment mon souhait et c'est là où je veux arriver avec toutes ces personnes-là. Mais pour le reste, je sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va faire. Je sais pas combien de temps ça va faire. Pourquoi Dieu c'est pas facile. C'est pas facile. Et le plus grand regret aujourd'hui que j'ai, c'est de voir comment l'Église te repousse, comment l'Église te rejette. C'est-à-dire, je me retrouve comme quelqu'un qui, lorsqu'il est avec les païens, comme Paul pouvait encore le dire qu'avec les païens, je me suis fait païen, avec les juifs, je me suis fait juif. Lorsque tu es avec les païens, tu es avec eux, mais sans être totalement avec eux parce qu'ils savent qu'il y a rien à conseil, tu vois. Il va venir avec les conseils, il est trop radical, tu vois. C'est le genre où il n'aime pas qu'une fille, bébé, tu m'appelles pas bébé. Tu vois, et pour elle, c'est, mais il est toqué ou quoi, tu vois. Et lorsque tu repars vers l'église, tu dis que, lui, il travaille avec les païens. Non, lui, il est pas affermi. Non, c'est pas un bon chrétien. Il est pas spirituel. Tu vois. Et donc, je me retrouve un peu dans ce milieu-là. Donc, ce serait côté, on te rejette pas, mais on dit, on te rejette un peu. Ouais, on te rejette. En fait, en vérité, c'est que tu es rejeté. Tu fréquentes pas les mêmes milieux qu'eux, tu te comportes pas comme eux, parce que je fréquente pas les boîtes. Limite, l'alcool et moi, on n'est pas amis. Tu vois, la femme encore, gloire à Dieu, je suis marié à la plus belle créature, femme avec grand F que Dieu ait fait sur la terre. Je bénis Dieu pour cela, tu vois. Et big salutations à elle. Yes, Miss Cousumain, on l'appelle comme ça. J'attends mes modèles. Tu vois. Et il y a tout ça là, tu te comportes différemment. Moi, je me suis retrouvé dans un milieu où plusieurs filles à tour de rôle sont venues faire tenter leur chance. Ça n'a pas abouti, mais lui, il est pédé.
Ah non, tu peux pas repousser les femmes comme ça, c'est que tu n'es pas normal. Tu vois. Mais tu as toute cette exposition-là, mais ce qui nous permet de résister, c'est là où le Saint-Esprit prend la place. C'est là où tu te rends compte que s'il n'y avait pas la personne du Saint-Esprit, j'aurais fait tout et n'importe quoi, j'aurais fait tout selon que ma chair me donne comme information. Mais il y a cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit qui vient te rappeler quelle est ton identité, qui vient te rappeler, te souffler parfois à l'oreille au milieu de toutes ces baffes-là. Tu es enfant de Dieu, tu vois, il va te mettre la parole qu'il faut. Et tu as comme ce malaise-là à un moment donné qui t'emmène à être sensible à la voix de l'Esprit, de comprendre que là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà. Tu parles de tentation par rapport à ce que tu fais. J'espère que tu parleras pas de ce que je t'avais dit en formation. Ah oui, il faut rappeler que lorsque j'ai commencé ma formation avec Daniel Makaya, donc j'étais ni connu et je le suis pas encore. Et avec le programme Showtime qui devait faire basculer de la radio à la télé, il m'a dit te lancer dans ce milieu-là, fais très attention parce que tu seras tenté à un niveau incroyable. Tu vas recevoir des choses, tu vois, non, des femmes qui t'envoient des trucs où tu vois toute la splendeur corporelle de notre aïeux Adam et Ève. Donc c'était compliqué. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu continues toujours à recevoir de telles images? Peut-être non, parce que peut-être le fait aussi que je me suis marié, ça fait que elles sont devenues un peu plus réticentes. Mais la bague reste un aimant qui attire toujours certaines femmes, tu vois. Oui, il y a toujours 2-3 propositions indirectement, des glissements comme ça et tout ça là. Mais c'est là où l'ensemble et l'importance de la préparation joue pleinement son rôle. Où tu es préparé à recevoir ça et accompagner à ça une certaine discipline, le fait de mourir à toi-même, qui te permet de pouvoir te détourner sagement. Voilà, te détourner sagement. Je prie vraiment à avoir un certain niveau de sagesse un peu plus élevé pour savoir comment bien me comporter encore. Il y a certaines personnes avec qui tu es très radical, tu dis, hey, tu me parles pas comme ça, tu vois. Mais tu sais pas pourquoi Dieu t'a mis en connexion avec cette personne-là, tu vois. Donc, il faut vraiment être sage. Alors, Daniel, comment est-ce que tu gères la pression entre, parce que c'est le succès, la notoriété, la gloire, l'influence que tu as aujourd'hui? Comment ça se gère dans le foyer? Parce que aujourd'hui, tu es peut-être un modèle pour quelqu'un te suit, veut faire comme le maître, veut créer son identité avec le chapeau. Je sais, c'est bizarre, pourquoi on m'appelle le maître? J'ai pris ça comme ça, mais en fait, vas-y. Donc aujourd'hui, comment tu gères ton succès et la vie de couple? C'est pas facile, parce que déjà, moi, il y a une sœur, pour ne pas dire, il y a une femme qui m'avait dit une fois que je peux pas. Même si j'ai de l'amour pour toi, JM, je peux pas sortir avec toi parce que je déteste les gens qui ont du succès, qui sont trop visibles. Je suis trop jalouse, colérique. Ça va aller dans tous les sens dans le foyer. Toi, comment tu gères? Déjà, je considère pas avoir du succès. Bon, chacun de nous a la définition du succès ou de la réussite comme il veut ou de la notoriété. Je ne pense pas être célèbre. Je refuse cette pensée. C'est fou. En fait, beaucoup de personnes, lorsqu'ils me parlent de notoriété, dit ça m'arrive 2 fois même, je me dis bon, je me fous de savoir que je suis célèbre, je vais au marché Total, je vais marcher dans le marché, voilà, je vais faire 2-3 courses. À une certaine époque même encore, je prenais mes bus, tu vois, je pense que tu l'as connu cette époque-là également. Je prenais mes bus parce que je me disais écoute, notoriété, après oui, tu as 2-3 personnes qui te reconnaissent et puis bon, il y a dans le métier qu'on fait, il y a l'image à pouvoir à garder tout ça là. Donc je me considère pas comme quelqu'un de célèbre. C'est peut-être ce qui me permet d'être moi avec ma femme. Voilà, oui, par rapport au métier que je fais, il y a certaines limites que je dois avoir. Je peux pas me permettre d'agir comme monsieur, madame, tout le monde parce que je ne suis pas monsieur, madame, tout le monde. Parce que lorsque tu passes à la télé ou que tu fais des événements avec 20 000 personnes autour de toi, 30 000 personnes, comme c'était le cas au stade Massamba Débat, avec le FESPAM et le concert de Fally et tout le reste, tu as forcément de l'influence auprès de certaines personnes. Donc, je m'arrange à pouvoir les montrer que cette influence-là n'est pas juste ce qu'ils voient, que c'est ce que je suis, tu vois. Donc, il y a certaines limites que je me donne moi-même en me rassurant que ces limites-là vont également que ce ne soit pas de l'orgueil, tu vois, que ce ne soit pas de l'orgueil, que ce ne soit pas de l'apparence simplement. Je me donne certaines limites, mais avec ma femme à la maison, écoute, lorsque je suis à la maison, Daniel Makaya, qu'on connaît à la télé, pour ne pas dire dans la rue, il n'existe pas.
Il n'existe pas. Savoir créer la différence entre lorsque tu as la télé, lorsque tu as la maison. Et puis, je sais fou, mais je me considère pas comme avoir du succès. Il y a de succès, hein, frère. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ton métier? Ouais. Il y a de l'argent? Ouais. Pas comme on veut, mais après, ça dépend, hein. Chacun vit avec ce qu'il... Moi, je suis quelqu'un qui peut me contenter de ce que j'ai du moment que ça arrive à payer mes factures, à subvenir à mes besoins et parfois subvenir aux besoins des autres. Pour moi, c'est ce qu'il me faut. Maintenant, si Dieu pense qu'il faudrait que j'ai plus que ça, je n'aurai plus. Mais si déjà aujourd'hui, j'arrive à subvenir à quelques de mes besoins, pour ne pas dire tout, de temps en temps, parfois subvenir aux besoins de certaines personnes aussi, ça va. Après, bon, vous pouvez définir votre réussite, sinon votre niveau de revenu. Mais bon, on aspire peut-être à plus quand même, parce qu'on a beaucoup de choses à réaliser. Est-ce que ça coûte cher d'être un présentateur télé, un chroniqueur télé, un maître de cérémonie? Au Congo, oui, ça coûte cher. Non, pas en termes on veut un animateur. Mais non. Oui, ça coûte cher. Oui, j'ai compris. La posture. Ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Oui, parce que en vérité, si tu fais que la télé, tu peux pas vivre que de la télé. C'est pas possible. La plupart de ceux qui font la télé dans la même posture que moi en tant que dans la production, c'est difficile pour eux de vivre de la télé. Ils font toujours des à côté. Et l'image que tu donnes à la télé demande que tu puisses entretenir cette image. Entretenir cette image coûte de l'argent. Il faut que tu sois habillé. Enfin, c'est le travail de l'image, quoi, le travail de l'apparence. C'est la malédiction de la télé. La malédiction de la télé, c'est l'apparence. Et l'apparence coûte cher. Pour d'autres personnes se donnent comme condition, je peux plus prendre un bus, il faut que je prenne tout le temps des taxis. Mais c'est un budget. D'accord. Pour d'autres, il faut que je roule avec telle voiture. C'est un budget. Ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Selon le rythme de vie de tout un chacun. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, quel est le rôle? Tu es marié, on l'a remarqué. Tu vas m'insister sur ça. C'est important. Moi, je suis célibataire, comme vous pouvez le remarquer. Célibataire en voie d'être marié. Je dis ça quand même pour les sœurs qui nous suivent et qui... il est avec quelqu'un. Il est avec quelqu'un. Il est avec quelqu'un. Quelqu'une. Anna Moto. Ouais, je la salue. C'est mon modèle unique. Miséricorde. Voilà. On n'a pas le choix. Dis-moi, quel est aujourd'hui le rôle que joue ta femme parce que je t'ai connu le Daniel d'avant d'être marié et le Daniel d'après d'être marié. J'ai senti une grande différence. Côté même organisationnel, au fait. On sent qu'il y a la présence d'une nouvelle personne dans ta vie. Et j'ai eu l'impression que beaucoup de choses se sont décollées quand tu t'es marié. Énormément. Il faut rappeler que tu es encore très jeune. Ouais. Très jeune. Énormément. Qu'est-ce que ça fait d'être marié? Quelle est la place aujourd'hui que ta femme Ouais, la place, elle est indispensable aujourd'hui. Elle est indispensable. Pour tout vous dire, c'est la première personne qui m'a montré que je pouvais très bien m'organiser avec le travail que je faisais. Parce qu'à une certaine époque, je me disais, écoute, ça paye pas bien, tu peux faire un mois où ça a bien matché pour toi et 2 mois où ça matche pas. Mais elle m'a fait comprendre qu'avec le mois où ça match, tu peux gérer 2 mois. Tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui est venu faire asseoir les choses. Moi, je l'appelle la ministre des Finances, tu vois. Donc, tout ce qui est finance, c'est elle qui gère. Le moins de centimes, c'est elle qui gère, tu vois, pour pouvoir bien organiser les choses et tout ça, là. Et elle occupe une place aujourd'hui importante. Tu l'as dit, hein. Ceux qui m'ont connu avant, c'est pas que je faisais pas la télé ou bien les maîtres de cérémonie avant. Je le faisais. J'étais présent sur la scène en 2019, j'étais présent sur la scène en 2020. Covid est arrivé, j'étais présent à la télé. Pendant le confinement, j'étais parmi les seuls animateurs de ma chaîne à être à la télé encore, tu vois. 2021 arrive, j'étais quand même là. Mais lorsque je me marie, c'est bizarre, c'est comme si c'est là où les gens me découvrent, c'est là où les gens se disent, mais il sort d'où celui-là? Et c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu organiser un peu plus les choses. Et après, bon, il y a aussi une grâce et une onction derrière le mariage quand même qui accompagne les hommes mariés. C'est bizarre, je sais pas pourquoi ça se fait comme ça. Et voilà. Tu disais même que parfois il t'arrivait, puisque tu m'avais dit, JM, moi quand je me suis marié, ministre des Finances c'est ma femme, et tu m'as même dit que tu es arrivé à un niveau où quand tu prends l'argent, tu la remets. T'as besoin d'acheter quelque chose, tu vas voir ta femme, tu dis à ta femme, écoute, il y a pas l'argent. J'ai besoin que tu me donnes de l'argent. J'ai envie d'acheter, par exemple, tel jean, tel truc, comme tu vas se le dire, qu'il faut investir dans l'image. Et puis, elle t'écoute, et puis à la fin, elle te dit, mais écoute, tu me convaincs pas qu'il n'y a pas l'argent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, au fait, ce délire-là? Pour beaucoup de hommes, ça passe pas. Mais comment tu es arrivé à ce niveau? Non, mais, je me dis, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure,
je ne me considère pas, j'ai peut-être dit avec d'autres mots, je me considère pas comme étant indispensable. Donc je me dis peut-être que ma place, à un moment, sera prise par quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a plus de talentueux que moi. Voilà, le temps peut-être que la grâce, la grâce ne quitte pas, la grâce elle reste là. Voilà, le temps que peut-être Dieu permettra que je reste encore sur le terrain. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'organise à pouvoir faire en sorte que le jour où je ne serai plus là, que je ne puisse pas dire que j'ai fait ce travail sans rien gagner. Donc je me dis, il faut déjà que j'organise des choses. Et comme je remarque que la personne avec qui je suis a une très bonne organisation, donc j'ai accepté de perdre, mais je m'arrange quand même, tu vois. Bon, donc il y a toute cette organisation. J'accepte simplement de pouvoir qu'on puisse préparer les choses. Aujourd'hui, on est parents, donc il faut pas juste vivre pour soi. La priorité pour moi, c'est ma famille. Tu vois, c'est ma famille d'abord, que je m'assure que ma famille soit à l'abri. Tu vois, c'est la même chose lorsque je suis venu en France. Je me dis, je vais en France, mais je vais pas vivre la vie de Pacha, rentrer dans les Zara et tout le reste. On me dit, mais écoute, tu es une personnalité publique en quelque sorte, voilà, donc vas-y, fais les photos, on te voit aux Champs-Élysées en train de faire les courses et tout ça là. Je dis bon d'accord, je vais faire les courses aux Champs-Élysées, mais est-ce que je me suis assuré que Liam et Chloé ont quelque chose, tu vois? Est-ce que je me suis assuré que maman et Sarah Daniel est en paix, tu vois? Donc lorsque je vois ça, je me dis d'accord, la priorité c'est d'avoir ma famille. Et si il arrive que j'ai quelque chose, c'est bon, je vis avec ce que j'ai. En parlant de la France, puisque actuellement tu es en France, puisque JM Tikaya en France, JM Tikaya n'est plus au Congo. C'est très important de le rappeler. Mais c'est pas pour dire que j'aime pas le Congo, on va revenir. Le meilleur pays au monde. Voilà, là où Dieu règne. Avec ses défauts, moi on l'aime comme ça. Tu es arrivé en France, constat, observation. Qu'est-ce que tu peux nous dire? La vie coûte cher en France, hein. Croyez-moi, lorsque vous avez un parent en France qui vous dit ah ici c'est chaud, hein, c'est pas faux toutefois, c'est pas faux. Mais après bon, moi je veux plutôt parler en tant qu'acteur culturel, tu vois. J'ai beaucoup plus fait une observation de ce sens-là. J'ai constaté que notre communauté n'est pas très présente. Je suis là, ça va peut-être faire deux semaines, il m'en reste peut-être encore 2 ou une semaine, je sais plus. J'ai pu voir beaucoup d'événements du Sénégal, j'ai vu beaucoup d'événements de la RDC, j'ai vu beaucoup d'événements de la Côte d'Ivoire. J'ai vu des événements du Ghana, mais le Congo-Brazzaville, c'est timide. C'est-à-dire les Congolais de chez nous essaient maintenant de venir pour faire quelque chose. Mais tu sens que quand même ceux qui sont présents, ceux de la diaspora, ne sont pas très réactifs. J'ai fait un petit sondage, je suis allé rencontrer un groupe de Congolais qui faisait un débat autour des artistes et tout le reste. Je les ai dit, mais écoutez, vous avez deux artistes qui vont venir très bientôt, qui auront des dates et tout ça là. Comment ça se prépare? On va aller écouter quoi là-bas? Tu vois un peu, ça réagit pas bien dans ce sens-là. Je me suis retrouvé dans un milieu d'étudiants où il y avait beaucoup d'étudiants congolais dans un campus et tout le reste. Mais tout ce qui est culture, pouvoir mélanger les Congolais ensemble, ils en parlaient pas. Tu vois, chacun est vraiment dans son univers avec sa famille. C'est vraiment ce côté congolais là qu'on a ramené, c'est-à-dire que on a dit oyo, soit il y a un moro, soit il y a la famille nanga. Mais on n'a pas cette mentalité. Cet amour du pays qui fait qu'il faut qu'on montre que notre pays également est là. Il faut qu'on vienne valoriser la culture, tu vois, la richesse de notre pays ailleurs. C'est, voilà, chacun est de son coin. Et ça fait que, je constate quand même que notre communauté est très absente. Ok. Et aujourd'hui, quel regard portes-tu sur la jeunesse? On se perd, hein. On se perd. Et puis bon, je bénis encore Dieu parce on est la génération la plus battante du Congo. On est cette génération qui n'a pas bénéficié des avantages de l'accompagnement de l'État, mais qui arrive à faire des choses plus que ceux qui ont eu des accompagnements. Mais on se perd. On se perd parce qu'on n'a pas d'orientation. On n'a pas d'orientation. Tu as comme l'impression qu'il y a toute une organisation mise autour de nous pour pouvoir nous désorienter. Tu vois, lorsque tu as toute une génération toute une bibliothèque dans une ville qui a un peu plus de 1,5 million d'habitants, mais qui est visitée par mois, peut-être par 20 personnes, il y a un problème. Tu vois. Lorsque il y a des grands rendez-vous où le monde, l'Afrique est réunie et que nous on est absent, il y a un problème. D'accord? C'est inadmissible de voir des grands rendez-vous de sport où le Congo n'est pas là. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de talents. Il y a énormément de talents. Dans le judo, il y a beaucoup de talents. Dans le football, il y a beaucoup de talents. Mais s'ils n'ont pas d'orientation, ils se perdent. La plupart de ces jeunes Congolais qui brillent dans les petits clubs dans lesquels ils jouent, moi, avec mes chroniqueurs, on a l'habitude d'appeler les artistes congolais des explorateurs. Mais c'est grâce à eux qu'on apprend qu'il y a des clubs à Bangladesh, tu vois. Parce qu'ils jouent toujours dans des clubs un peu bizarres et tout le reste. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, c'est pas le Congo qui les a donné ces opportunités-là. Ils se cherchent seuls.
En fait, nous, les jeunes de notre génération, on apprend de nos erreurs, on avance avec nos erreurs. Tu vois. Mais nos pères avant nous, écoute, ils étaient orientés. Hein. On arrivait à les cadrer, tout ça là. Moi, à une certaine époque, je voulais faire comme mon père, travailler à 22 ans, faire mon doctorat à 27 ans. Mais après, je me suis rappelé, mais écoute, Daniel, tu n'es pas de la même génération. Ton père, il a eu son BEPC. Directement, on l'envoie à l'étranger. Tu vois, on l'envoie à l'étranger, il revient, il va faire son bac, on l'envoie encore à l'étranger, il revient, il fait ça, je sais pas si à l'époque il y avait la licence, je sais pas trop c'était quoi le système, mais après il commence à travailler pendant qu'il va à l'université. Et il est bien payé, tu vois. Un cadre des finances au port autonome de Pointe-Noire, mais après qu'il repart encore à l'école, paf, qu'il finit par avoir son doctorat, et voilà, tu vois qu'il y a vraiment une différence. Et aujourd'hui, c'est les parents qui se battent eux-mêmes pour pouvoir orienter leurs enfants. Mais c'est l'une des choses pour lesquelles on remarque, bien que c'est prophétique et que c'est annoncé déjà dans la Bible que les jeunes se deviendront un peu plus rebelles à leurs parents, deviendront un peu plus brutaux et tout le reste. Mais l'une des causes aussi qu'on peut voir, c'est le fait que c'est des parents non orientés qui mettent au monde des enfants qui ne sont pas orientés et qui apprennent de leur... une suite. Voilà. Voilà. C'est le petit malheur qu'on a. Parlons puisque tu parles d'orientation, tu parles de repères, assurément, manque de repères et d'orientation. Est-ce que tu peux me citer 5 personnalités aujourd'hui qui t'inspirent au Congo-Brazzaville dans le domaine des médias? Au Congo-Brazzaville, ouais. Dans les médias, ouais. 5 personnes. C'est pas pour dire que ceux qui ne seront pas dans ce classement-là ne sont pas bons, mais potentiellement ceux qui m'inspirent. Ça n'a rien à voir. Ceux qui t'inspirent. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont bons. Il y a peut-être des bons qui ne seront pas dans ma liste. Mais la première personne qui m'inspire en ce moment au Congo, c'est Abdoul Kaba. Okay. Le Kaba Solo. Voilà. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Je le dis ça à tout moment. Je le lui rappelle à tout moment. C'est vrai que je le dis tellement, parfois il répond pas à mes messages, tu vois. En ce moment, au Congo-Brazzaville, la première personne qui m'inspire, c'est Abdoul Kaba. J'aime beaucoup la suite de sa carrière, les opportunités qu'il a su saisir. C'est quelqu'un qui a rarement raté chaque opportunité qui s'en présentait à lui. Chacune de ces opportunités, c'est comme ça que moi je considère lorsque je vois de loin, chacune de ces opportunités ont été fructueuses pour lui. Voilà. Donc c'est la première personne qui m'inspire. À côté de ça, tu as des personnes comme Negidas Maïla qui ont su profiter de leurs compétences. Tu vois, c'est quelqu'un qui savait qu'il était bon. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, il a travaillé sur sa qualité. Et c'est quelqu'un vraiment qui aujourd'hui a réussi parce qu'il était bon. D'autres personnes qui m'ont inspiré dans les médias. Il y a Monsieur Fortuné également, l'ancien directeur de Vox TV, l'ancien directeur. J'aime bien ce qu'il fait. Il est plutôt très fédérateur. Il est vraiment parmi les personnes qui font en sorte que le métier de journaliste soit respecté au Congo. Il met en place des associations. Il a mis en place même une fondation, je crois. Non, une association. C'est Séverin. Monsieur Séverin. Oui, de Vox TV, Monsieur Séverin. Voilà. Fortuné, c'est celui de Téléka. Voilà, je confonds comme ça, Monsieur Séverin. Voilà, donc j'aime bien ce qu'il fait, comment il est combatif, comment il se bat pour faire asseoir Arsène Séverin. Merci beaucoup. Désolé c'est un lapsus. Voilà, pour faire asseoir le travail de journaliste au Congo et tout le reste. Et parmi les personnes qui m'inspirent beaucoup, c'est le général Dabira. Dans les médias, voilà, parce que c'est lui qui a fait asseoir la première chaîne privée au Congo-Brazzaville et c'est lui qui s'est battu à faire en sorte que cette chaîne-là ait cet impact. Pour la petite histoire, lorsque je lance Showtime, j'écris à ma direction pour dire que j'ai besoin d'un subventionnement, j'ai besoin d'accompagnement. On me dit qu'il n'y a pas d'argent. Comme tous les médias, tu vois, un peu, il n'y a pas d'argent et tout, c'est tout. J'ai dit d'accord, je suis producteur, je vais me battre. 2-3 relations, voilà, 2-3 idées, 2-3 propositions. Je me retrouve à produire un show télé grand public. Ce qui était rare déjà à l'époque. Limite, il n'y en avait pas, à part Brazza Comedy Show qui faisait une certaine époque. Lorsque je produis Showtime à l'époque dans un hôtel de Brazzaville, l'hôtel Africa, pour la direction et même pour le général qui n'était pas libre en ce moment, qui avait un souci dans notre pays avec la justice et tout le reste, qui m'écrit depuis le lieu où il était, qui nous fait un courrier depuis la cellule. Pour dire que je suis très fier de ce que tu as fait et j'ai recommandé qu'on mette tout ce qu'il faut pour que cette production-là se pérennise. Et c'est quelqu'un, lorsqu'il est même sorti, il était tellement impliqué. Il met les fonds. Enfin, il a compris. Dans la production de Showtime? Non, peut-être pas dans la production de Showtime, dans la vie de la chaîne. Il met les fonds. Et c'est normal également qu'il demande à la fin de pouvoir vivre parce qu'il investit beaucoup pour que la chaîne fonctionne. Et si on avait des personnes qui avaient cette mentalité, mais avec plus de finances, à ce moment-là, les médias congolais seront bien assis. En fait, c'est juste ce genre de personnes qui nous manquent, mais ce genre de personnes avec plus d'argent. Voilà, qui en ont plus. Dans les messieurs Dabira,
ayant davantage de Voilà, moyens voilà. financiers. C'est parfois l'une des choses pour lesquelles je prie pour lui deux fois. Je dis, Seigneur, vraiment, bénis-le, voilà, que ses revenus soient multipliés, qu'il investisse le plus belle. Peut-être que s'il avait plus d'argent aujourd'hui, que Showtime serait la plus grande émission d'Afrique centrale. Et la cinquième personnalité? Faut réfléchir, hein. Là, on me dit, il y a des directeurs que tu cites pas. Faut réfléchir. Non, Ici, mais ils sont nombreux. On parle des hommes vraiment qui ont une influence, les hommes de médias qui ont une influence. Qui m'ont influencé, Voilà. moi. Faut pas Oui. dire qu'il y a une influence de la nation. Oui. Qui m'ont influencé, moi. Voilà, donc j'ai cité Abdul Kaba, j'ai cité Arsène Séverin, j'ai cité Gidat Maïla, j'ai cité le général Norbert Dabira. Oh, cinquième personne. Il y a beaucoup de personnes, là. Tu vois, les Bob Locoli, salutations à toi, père. Tu vois, bon, Ashlener, il n'est plus au Congo. C'est la première personne qui m'a inspiré, voilà, qui m'a montré qu'on peut être jeune et faire ce métier, parce qu'à une certaine époque, il y avait beaucoup de papas et tout ça, là, des tontons à la télé. Ils sont nombreux, et j'ai beaucoup de respect pour eux. Tu as des carrières excellentes comme celle de Hugues Vogel de Cybèle, tu vois, des carrières exceptionnelles, ils sont nombreux. Mais bon. Aujourd'hui, quel est ton plus grand regret dans les médias? On va aller sur ton plus grand regret et ton plus grand souhait. Dans les médias. Oui. Quel est ton plus grand regret dans les médias? C'est peut-être parce que c'est peut-être qu'on n'exploite pas assez bien le potentiel que nous avons. On n'exploite pas ça assez bien. Tu as des médias où celui qui commence à briller est combattu déjà dans la boîte. Bon, c'est pas nouveau, c'est pas propre qu'au Congo. Ça existe un peu peut-être partout aussi, je pense. Voilà, il y a déjà ça. Et si on pouvait vraiment accompagner comme il se doit les potentiels qu'on a dans les médias et mettre tout ce qu'il faut comme moyen de production, on peut peut-être faire des prodiges au Congo. Voilà, le Congo ne demande que ça. Tu vois ce qui se passe avec la musique, là, les langues que les artistes commencent à prendre là et tout ça, là, c'est juste l'accompagnement qu'on les met et après ils mettent le potentiel qu'il faut. C'était parmi les plus grands regrets. Voilà, c'est parmi les regrets. Mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est d'être à la tête de la plus grande chaîne au Congo, en Afrique. De télévision. Ouais, mais venant du Congo, en Afrique. C'est-à-dire que c'est toi qui gères la production. Parce que tu le sais, hein, je suis quelqu'un qui, à chaque fois que je vois un truc, je vois une émission derrière. Je vois une production, je vois un nouveau concept derrière, tu vois. Donc, et à moi tout seul, je peux pas être et producteur de tous ces concepts-là déjà que bon, frère, j'ai pas l'argent de Cyril Hanouna, tu vois. Voilà. Mais dis-moi, on est presque à la fin de cette émission. Ouais. Est-ce que tu as déjà reçu des attaques Des attaques dans quel sens? spirituelles, physiques par rapport à ton métier? Des attaques, c'est beaucoup plus verbal. C'est beaucoup plus verbal. Menaces de mort. Menace de mort, non, pas encore. Pas encore, je pense pas. De toute façon, j'ai pas. Rwanda et... Non. On est couvert par le sang de Jésus. Gloire à Dieu encore pour ça. Bon, peut-être que d'autres personnes ont tenté, je sais pas. J'ai jamais reçu d'attaque spirituelle. Des menaces, oui, si on te voit là, on va te faire ci, parce que tu marches avec un tel, parce qu'on te voit avec X, parce que tu as dit ça à la télé, oui, on se retrouve, je vais te porter plainte, parce que tu as dit ça et tout ça. Après, bon, c'est vraiment l'ensemble, pour la plupart, c'est des menaces auxquelles sont exposées les personnes des professionnels de médias, parce que tu as dit telle vérité, et encore, moi, c'est parce que ma direction m'a retenu, tu vois. Il y a beaucoup de choses que je m'abstiens maintenant de dire. Je me suis dit, bon, comme vous m'empêchez de dire telle chose, je passe à la télé pour montrer aux gens que je suis pas intelligent, tu vois. Donc, je fais un peu le petit foufou, mais dans cette folie-là, créer certaines choses, dire certaines choses, sortir un certain intellect, mais de manière un peu délirante et tout ça, là. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Mais s'il faut me dire, Daniel, fais la télé telle que tu le penses, je serais peut-être, dans certains pays d'Afrique, hein, je serais peut-être en prison. Alors, Daniel, avant-dernière question. Quel est pour toi, si aujourd'hui on te donne de définir la vie en 3 mots, au vu de ton expérience, de tout ce que tu as réussi je n'aime à pas faire. ce genre de questions. Si aujourd'hui on te donne de définir la vie au vu de mon expérience. Ouais. Ok. De ton expérience. Oui, ça tient toujours compte de ton expérience. Puisqu'on voit le monde depuis notre point de vue, quels sont les 3 mots aujourd'hui pour toi? C'est la question de définir la vie. Faveur divine. Okay. Faveur divine, pourquoi? Parce que je pense et je sais que Dieu m'a toujours favorisé. C'est bizarre. Il m'a toujours favorisé. Celui qui vous parle est orphelin de père et de mère. Il a perdu sa mère à 7 ans, son père à 9 ans. Il se retrouve dans un milieu où à l'époque on l'enviait parce que c'était l'enfant du centre-ville, tu vois, c'était l'enfant de la frange, l'enfant de la weed et tout le reste. Qui a tout perdu, mais que Dieu a toujours distingué partout où il allait.
que Dieu a toujours distingué de manière étonnante. Même lorsque je me disais que je commettais des erreurs, bizarrement, il a toujours su comment me rattraper, me racheter. C'est bizarre. J'ai commis une erreur très récemment qui m'a coûté de perdre beaucoup de choses, dans ma place même dans l'église et tout le reste. Pour beaucoup de personnes, c'était lui, il est mal barré. C'est fini pour lui, il y a plus rien de bon pour sortir de lui. Mais c'est fou, de là, ce qu'il y avait cette pourriture, a germé quelque chose de beau. Et quelque chose de beau qui n'a pas seulement eu de l'influence au milieu ecclésiastique, mais qui a eu de l'influence dans la capitale, pour d'abord citer Brazzaville, qui a eu de l'influence de la capitale. Et je prie que ça dure longtemps. Donc c'est vraiment, je considère que Dieu m'a toujours favorisé. Le deuxième mot qui peut définir la vie, mais déjà faveur divine, là, ça résume tout. Hein. Vraiment, pour moi, c'est faveur divine. C'est-à-dire, tout est résumé de la faveur divine. Et pour toi, il n'y a qu'un seul mot qui définit la vie. Oui. Enfin, pour moi, ma vie est résumée par le mot faveur divine. Après, le reste, c'est quoi? C'est aventure. Aventure, pourquoi? Parce que j'aime bien tenter de nouvelles aventures, surtout dans le secteur que je fais. Lorsque je commence avec le travail de maître de cérémonie, je constate que tout le monde est toujours en mode Madame, Monsieur, Auguste. Bon, même Auguste est invité, je suis parmi les personnes qui ont rajouté le mot Auguste parce que j'allais chercher dans les livres, tu vois. Voilà. Ladies and gentlemen, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Je me dis, bon, si on faisait une aventure, on crée quelque chose de nouveau quand même. Il manque des entrées spectaculaires. Abdul Kaba a commencé à faire ça avec Vodacom, tu vois, je m'inspire un peu de ce qu'ils font. Je dis, mais si on ramène ça chez nous, bim, c'est là que tu vois un maître de cérémonie qui vient sur scène avec des gants de boxe, avec une équipe derrière lui, qui crée des scénarios pour pouvoir lancer ses émissions, qui crée une émission où il dit, bon écoute, tu vas passer sur la natte de la vérité. Il met une natte par terre et tu dois dire les vérités là et tout ça. Tu vois, j'essaie de me lancer dans certaines aventures, surtout dans le milieu dans lequel je suis. Voilà, parce que je pense que la vie, il faut souvent se lancer dans les aventures pour pouvoir découvrir l'inconnu. L'inconnu est ce qui n'existe pas pour l'homme. Tout ce qui est inconnu pour l'homme, ça n'existe pas. Quelque part, je suis en France aujourd'hui, tout autour de moi, il y a peut-être 100 000 personnes, ils connaissent pas qui est Daniel. Et pour eux, je n'existe pas. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils puissent connaître Daniel? C'est peut-être aller à l'aventure, venir au Congo, voilà. Savoir qu'il y a un jeune là qui met souvent les chapeaux bizarres, les vieux chapeaux, pour le connaître. Et après, bon, l'aventure, dans l'aventure, il y a oser déjà, parce qu'il faut oser pour aller à l'aventure. Et après, la foi. La foi. C'est quoi la foi pour toi? La foi, c'est l'essence de ce qui nous permet de faire tout l'essence qui nous permet de faire tout ce qu'il faut faire. Parce que lorsque tu veux faire une chose, il faut d'abord croire que la chose peut se faire. Il faut croire, il faut te dire que c'est possible que ça se fasse. Et lorsque tu crois que c'est possible, surtout si tu as le go allez, je vais parler comme un enfant de Dieu, si tu as le go de l'esprit, si tu as la direction de l'esprit, tu feras des merveilles. Avec une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, dit la parole, tu peux déplacer une grande montagne. C'est pour dire qu'avec la foi, tu peux faire des exploits. La plupart des personnes qui ont fait des choses qui ont marqué, c'est parce qu'ils ont cru. Peu importe ce en quoi ils ont cru d'abord. Lorsqu'il va avoir un féticheur, pour dire que donne-moi un fétiche qui va me permettre d'avoir le succès d'un catcheur. Que lorsque je rentre quelque part, les gens tombent en ébullition et tout ça, on dirait, voilà. C'est parce qu'il a cru en ça. Tu vois. Lorsque je dis, écoute, je vais aller en France, je vais avoir le contact de Cyril Hanouna. Je ne sais pas que ça va se faire, hein, mais moi aussi, je n'ai pas encore fini. C'est foi, c'est croire. Donc, pour moi, ma vie, c'est faveur divine. C'est l'ensemble des aventures que j'ai vécues. Ces aventures animées par la foi. La foi au Dieu auquel j'ai cru, au Dieu auquel je crois qui peut faire en sorte que que j'ai une notoriété plus grande que toutes les personnes qui font le même travail que moi. Parce qu'il l'a dit également. Il va accroître ma notoriété, il me donnera un nom grand. C'est écrit. Et lorsque je vois qu'il a dit ça, je me dis, mais pourquoi je m'inquiétais? Pourquoi je voudrais mettre les bâtons dans les carrières des autres? Pourquoi je veux croire que pour avoir le succès, il faudrait que je me mette en clash avec quelqu'un d'autre? Tout ce que j'ai à faire, c'est de travailler avec la faveur qu'il a mis sur moi. Cette faveur va faire que je serai favorisé par rapport à ces personnes-là. Cette faveur-là va faire que je sois plus grand qu'eux parce que c'est écrit. Simplement. Est-ce que tu t'estimes riche? Non. Tu n'es pas encore riche? Non. Pourquoi? Riche à quel niveau? Parce que la richesse... Riche d'argent? Non. Vous voyez là, il y a l'idée de quelqu'un qui est riche. Mais non, si c'est riche d'argent, non. Non, j'ai encore beaucoup, le compte bancaire a encore des zéros qui manquent. Mais richesse... de la vie, ouais, oui. Vie. Très riche. Très, très riche. Et Dieu a rattrapé cette richesse. Lorsqu'il y a eu des pertes, des personnes très importantes pour moi, des personnes que j'avais vraiment souhaité vivre un peu plus longtemps avec eux,
tu vois. Je me rappelle plus, je le dis avec les larmes au bout des yeux, je me rappelle plus très bien avec de ce que c'est de vivre avec une maman. Je sais plus très bien ce que c'est, parce que tu as vécu à peine 7 ans, tu étais très jeune, tout ça là. Avec un papa encore, c'était mon best man. Le chapeau même, c'est pour lui, tu vois. Mon père, c'était mon gars, sûr. Voilà, on a vécu trop de délire avec lui. Et lorsque je vois ma femme, lorsque je vois mes 2 enfants, à chaque fois que je rentre à la maison, je vois mon fils qui vient me prendre. C'est le rituel de tous les jours. Lorsque j'ouvre la porte, là, c'est moi. Papa! Tu vois, il vient là. Tu as la petite sœur derrière là-bas, qui est la petite fille qui est en train de sourire et tout. Elle arrive encore à courir, venir vers toi. Je me dis, je suis riche d'avoir et cette femme et ces 2 enfants. Tes parents te manquent? Énormément. Énormément. Mais bon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois. Est-ce que tu as un message pour quelqu'un qui est aussi orphelin de père et de mère, qui n'a pas de piston, n'a pas de quelqu'un pour l'aider? Il faut rappeler que moi aussi je suis orphelin de père et de mère. Bon, moi je suis votre président d'honneur. Est-ce que tu as un message pour cette personne qui n'a plus de soutien? Ne désespère pas du tout. Ne désespère pas du tout. Tu sais, lorsque dans la Bible tu verras quand on va t'apprendre qu'il est le père des orphelins et le mari des veufs, déjà le simple fait qu'on te dise qu'il est le père des orphelins, frère, essaie d'imaginer que tu es le fils du roi du pays dans lequel tu es, ou du président du pays dans lequel tu es. Tu imagines un peu ta position. Et qu'on te dise que tu es le fils de Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas l'appeler parfois Seigneur. Oui, parce que je sais que les possesseurs, ils possèdent ma vie, c'est vrai. Mais je préfère l'appeler Père. J'aime l'appeler Père. C'est vraiment me dire, oui, c'est ton ami, d'accord, je sais tout ça. Oui, il est toujours en compagnon, je sais tout ça. Mais la dimension que j'ai envie de vivre avec lui, c'est celui de père à fils. Et tu sais, je te le dis pour simplement que tu comprennes que ce Dieu est vraiment capable de faire en sorte que ta vie s'élève comme la vie d'un fils de roi, que tu es véritablement. Ne baisse pas les bras parce que tu te dis que tu es seul, que tu n'as pas d'argent. Les 2 personnes que tu regardes aujourd'hui, peut-être que tu envies la France. C'est bien que c'est pas le paradis d'arriver ici et de croire qu'on a réussi, comme beaucoup de personnes veulent me faire croire. Mais ces 2 personnes qui te parlent aujourd'hui sont des personnes qui n'ont pas vécu que leurs parents. Des misères, on en a vu. Des rejets, on en a connu. J'en ai connu énormément. Énormément. Des blessures de cœur, tu vois, que tu as l'impression de ne pas être à la bonne place. Mais tout ce que tu vis aujourd'hui est rien comparé à ce que tu vivras demain. Ce que tu vis maintenant, c'est un ensemble d'apprentissages que Dieu te permet de vivre, pour être préparé à ce qu'il veut faire pour toi demain.